Et si un millionnaire au cœur de glace découvrait lors de sa nuit de noces quelque chose de si pur qu'il remettrait toute son existence en question? L'entrepreneur le plus redouté n'imaginait pas qu'un simple contact révélerait l'innocence authentique de sa jeune épouse et le transformerait à jamais. Dis-moi d'où nous regardes-tu? Si tu aimes les histoires d'amour qui font fondre les cœurs les plus froids, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Cette histoire va te bouleverser. Lorsque François le Roi, l'homme d'affaires le plus redouté de toute la Provence, prit la main tremblante de Sophie devant l'autel, elle n'aurait jamais imaginé que ce toucher glacial dissimulerait le début d'une transformation qui ébranlerait les fondations de deux familles puissantes. Le parfum de lavande emplissait la cathédrale de Nice, témoin silencieux d'un accord commercial déguisé en mariage, tandis que des larmes silencieuses coulaient derrière le voile en dentelle de Calais qui couvrait son visage pâle. Parfois, les prisons les plus solides sont construites non pas avec des barreaux, mais avec des promesses et des obligations, pensa Sophie, alors que l'anneau d'or blanc glissait sur son doigt, scellant son destin avec la froideur du métal précieux. Sophie n'avait que 22 ans lorsque son père, Jean Martin, un entrepreneur au bord de la faillite, annonça lors d'un dîner tendu qu'il avait trouvé la solution pour sauver l'empire familial, construit par 3 générations. La jeune femme laissa tomber sa fourchette en argent contre l'assiette en porcelaine de Limoges, le son résonnant dans la salle à manger, ornée de lustres en cristal de baccarat. Ses mains, habituées seulement à tenir des livres et des pinceaux d'aquarelle, portaient maintenant le poids d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Elle avait toujours été la fille obéissante, élevée selon les traditions d'une famille conservatrice de Normandie, où les valeurs anciennes dictaient encore le rythme de la vie. Son innocence n'était pas seulement physique, mais imprégnait toute sa vision du monde. Elle croyait sincèrement que l'amour véritable existait, que les gens pouvaient changer, et que toute souffrance avait un but plus élevé. François, quant à lui, était connu dans les cercles d'affaires comme un homme de glace. À 45 ans, il avait bâti un empire à partir de rien grâce à des négociations implacables et des décisions calculées qui ne laissaient aucune place au sentimentalisme. Son conflit interne, cependant, était une blessure que peu connaissaient. Des années auparavant, il avait profondément aimé pour découvrir qu'il n'était qu'un échelon sur l'échelle sociale de celle qu'il considérait comme son âme sœur. Depuis lors, il avait transformé son cœur en coffre-fort d'acier, où les émotions étaient des actifs dangereux qu'il refusait d'investir. Biarritz, la ville côtière où il vivait désormais, avait ses propres règles non écrites. C'était un endroit où les anciennes familles maintenaient les apparences à tout prix, où le salon de 5 heures était un rituel sacré et les commérages circulaient plus vite que le vent de l'Atlantique qui soufflait des falaises. Le jour du mariage, une tempête inattendue balaya la côte basque, forçant des changements de dernière minute que tous interprétèrent comme un mauvais présage. La pluie tambourinait violemment contre les vitraux colorés de l'église, créant des motifs dansants de lumière sur le tapis cramoisi. Sophie traversa l'allée seule. Son père était tombé subitement malade la nuit précédente, une crise nerveuse que le médecin de famille attribua au stress accumulé, mais qu'elle soupçonnait être le poids de la culpabilité d'avoir vendu sa fille comme un actif commercial. Quand vint la nuit de noces, le manoir au bord de l'océan Atlantique où François habitait semblait encore plus imposant sous la lumière argentée de la pleine lune. Les couloirs spacieux sentaient le bois de cèdre et le jasmin, des fleurs qui remplissaient des vases en porcelaine provençale dans chaque pièce, choisie par la gouvernante qui avait tout organisé avec une efficacité militaire. Ce fut au moment où il la toucha, quand leurs mains se rencontrèrent enfin loin des yeux vigilants du monde, que quelque chose d'inattendu se produisit. Elle trembla, non de peur mais d'une émotion brute et honnête qu'il n'avait pas vue depuis des années sur aucun visage. Ses yeux brun foncé le regardaient avec un mélange de nervosité et de confiance inexplicable, comme si, malgré tout, elle croyait encore qu'il y aurait de la bonté cette nuit-là. François recula, la lâchant brusquement, et marcha jusqu'à la fenêtre panoramique qui donnait sur l'océan sombre. Les vagues se brisaient furieusement contre les rochers de la plage en contrebas, reflétant la turbulence qui le consumait soudainement. Pour la première fois en 20 ans, il sentit des larmes brûler ses yeux, qu'il ravala avec un effort surhumain. Elle resta immobile, confuse, les doigts entrelacés sur sa robe, ne comprenant pas qu'elle venait de déclencher une transformation qui prendrait des mois à s'accomplir. Dans les jours qui suivirent, le manoir devint un champ de bataille silencieux. François commença à léviter,
partant avant l'aube et ne revenant que lorsqu'il était sûr qu'elle dormirait déjà. Les repas qu'on préparait selon ses préférences, ratatouille, foie gras, bouillabaisse, revenaient intacts, tandis qu'il demandait des plats qu'il avait vu la jeune madame apprécier. Un matin de printemps, tandis que les premières lueurs de l'aube caressaient les façades blanches des villas environnantes, Sophie découvrit la gouvernante, Jeanne, une dame d'une 60aine d'années aux mains ridées par des décennies de service, qui disposait des tulipes fraîches sur sa table de chevet. « Madame dort mal ?» demanda Jeanne, remarquant les draps froissés et les cernes sous les yeux de Sophie. « Je m'habitue encore à mon nouveau foyer, Jeanne, » répondit Sophie avec un sourire fatigué qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur aussi. Je l'ai trouvé cette nuit devant votre porte, la main sur la poignée. Il est resté ainsi plusieurs minutes avant de retourner à son bureau. La vieille dame ajusta son tablier avec un geste machinal. En 25 ans à son service, je ne l'ai jamais vu ainsi. » Sophie se figea. Comment était-il avant? Jeanne s'approcha de la fenêtre et tira légèrement les rideaux pour laisser entrer plus de lumière. Un enfant sensible. Il écrivait de la poésie. Sa mère a tenté de l'en dissuader, bien sûr, disant que c'était une perte de temps pour l'héritier des Leroy. Puis il y a eu cette femme. Elle s'interrompit, se rappelant soudain sa place. « Continuez, je vous en prie », encouragea doucement Sophie, Isabelle Moreau. Belle comme une rose, mais avec des épines empoisonnées. Elle l'a utilisée, puis jetée quand un parti plus avantageux s'est présenté. Après cela, il est devenu, comme vous le connaissez maintenant. Cette conversation fut la première pièce d'un puzzle que Sophie commençait à assembler. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas né avec un cœur de pierre. Il l'avait construit pierre par pierre, comme une forteresse contre la douleur. Le premier véritable défi de leur cohabitation survint lorsque Marie-Claire Leroy, la mère de François, décida d'organiser un dîner pour présenter officiellement la nouvelle Madame Leroy à l'élite basque. Sophie passa des heures à se préparer, choisissant une robe bleu nuit qui rappelait la couleur de l'océan qu'elle admirait depuis sa chambre, le seul endroit où elle se sentait vraiment chez elle dans cette immense demeure. « C'est trop modeste », commenta Marie-Claire en la voyant descendre l'escalier. « Les Leroy ne sont pas des bourgeois ordinaires qui se contentent de la discrétion. » Ses yeux scrutateurs, bleu acier comme ceux de son fils, analysaient chaque détail de l'apparence de sa belle-fille. François, qui attendait au pied de l'escalier, ne dit rien, mais Sophie remarqua la tension dans sa mâchoire, la manière dont ses doigts se resserraient autour de son verre de cognac. Quand elle atteignit la dernière marche, leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, elle y vit autre chose que de l'indifférence, une reconnaissance silencieuse, peut-être même une forme d'admiration. « Elle est parfaite ainsi », dit-il simplement, offrant son bras à Sophie avec une courtoisie formelle qui, pour la première fois, semblait contenir une chaleur authentique. Le dîner fut une épreuve. Philippe, le frère cadet de François, arriva en retard et visiblement éméché, lançant des remarques acides sous couvert de plaisanterie. Les invités, des industriels, des banquiers, des politiciens locaux, observèrent Sophie comme une curiosité exotique, murmurant derrière leurs serviettes en lin. « Alors, ma chère Marcia, demanda une comtesse, dont le visage semblait figé par trop d'interventions esthétiques, comment une fille de la petite bourgeoisie normande s'adapte-t-elle à la vie dans notre cercle? Ce doit être déroutant. » Sophie sentit les regards se poser sur elle, attendant qu'elle trébuche, qu'elle confirme leurs préjugés sur la mésalliance de François. Elle prit une gorgée d'eau, gagnant quelques secondes pour rassembler son courage. « C'est comme apprendre une nouvelle langue, madame la comtesse. On commence par écouter attentivement avant de s'exprimer. » Elle sourit avec une douceur qui désarma momentanément son interlocutrice. « Mais je trouve que certaines valeurs sont universelles, n'est-ce pas? La bonté, l'honnêteté, la dignité. » Un silence tomba sur la table. François, qui conversait avec un sénateur à l'autre bout, tourna la tête vers elle, une expression indéchiffrable sur son visage habituellement impassible. Puis, contre toute attente, il leva son verre dans sa direction, un geste qui n'échappa à personne et fit naître une vague de chuchotements parmi les convives. Plus tard cette nuit-là, alors que le dernier invité venait de partir, Sophie se tenait sur la terrasse, inspirant l'air marin qui portait la promesse de l'été à venir. Elle n'entendit pas François approcher jusqu'à ce qu'il parle. « Vous avez bien fait face à ces vautours. » Sa voix était calme, presque douce, contrastant avec son habituelle froideur professionnelle. Elle se tourna, surprise de le trouver si près. « J'ai simplement dit ce que je pensais. C'est précisément ce qui les a déstabilisés. L'authenticité est rare dans notre monde.
Il hésita, puis ajouta « C'est rafraîchissant ». Il lui tendit un petit livre relié en cuir usé par le temps. « J'ai pensé que ceci pourrait vous intéresser. C'est un recueil de poèmes sur la côte basque. Les descriptions pourraient inspirer vos aquarelles. » Sophie prit le livre, leurs doigts se frôlant pendant un instant fugace. « Vous savez que je peins ? Je ne suis pas aussi inattentif que vous pourriez le croire, Sophie. » Sur ces mots, il s'inclina légèrement et la laissa seule avec ses pensées, et ce premier cadeau, modeste mais révélateur. La bibliothèque du 3e étage devint le refuge de Sophie. C'était une pièce oubliée, négligée par les domestiques, où la poussière dansait dans les rares rayons de soleil qui filtraient à travers les vitraux. Les étagères en chêne massif croulaient sous le poids de livres anciens aux reliures de cuir craquelé, des premières éditions de Hugo, Balzac, Proust, des manuscrits annotés à la main, des journaux jaunis par le temps. C'est là qu'elle découvrit, caché entre un exemplaire défraîchi des Fleurs du Mal et un volume de correspondance anonyme, un carnet d'écolier dont l'écriture soignée trahissait une main jeune mais déterminée. Les pages contenaient des poèmes, des sonnets maladroits, des vers libres audacieux, des haïkus tentant de capturer l'essence de l'océan. Tous signés simplement F.L. Les vagues effacent mes pas sur le sable, comme le temps dissout les promesses d'amour. Pourtant je reviens chaque jour, tracer mon nom sur cette page instable. Ces mots, écrits 25 ans plus tôt, révélaient un jeune homme en quête d'identité, sensible et vulnérable, l'antithèse parfaite du François Leroy qu'elle avait épousé. Sophie referma le carnet avec précaution, comme si elle venait de toucher quelque chose de précieux et fragile. Un après-midi de juin, alors qu'un orage d'été menaçait le ciel de Biarritz, transformant la mer en toile grise et tourmentée, Sophie reçut une visite inattendue. Philippe, le frère de François, se présenta au manoir, trempé par la pluie et agité. « Ma belle-sœur préférée » s'exclama-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espérais vous trouver seule. » Il s'installa dans le salon sans y être invité, se servant un verre de cognac du carafe en cristal, réservé aux invités de marque. Ses mouvements avaient la nervosité caractéristique de ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens et sous la menace constante de créanciers impatients. « François est à Paris pour la semaine » dit Sophie, gardant une distance prudente. « Puis-je vous aider ?» Philippe fit tournoyer le liquide ambré dans son verre avant de répondre. « C'est plutôt moi qui pourrais vous aider, ma chère. Vous devez vous sentir perdu dans ce mariage. Mon frère n'a jamais su apprécier la beauté. Il la collectionne comme ses tableaux, ses propriétés, ses épouses. » Sophie resta impassible, bien que son cœur accélère. « Votre inquiétude me touche, mais je vous assure que je m'adapte bien à ma nouvelle vie. » Il rit, un son sans joie qui résonna étrangement dans la pièce au haut plafond. « Vous êtes diplomate. François vous a bien choisi. Mais saviez-vous qu'il avait déjà été fiancé, que la femme qu'il aimait l'a quitté pour un titre et une fortune plus ancienne que la nôtre ?» Il se pencha en avant, baissant la voix comme pour partager un secret scandaleux. Il n'a jamais pardonné, jamais oublié. Chaque femme qu'il regarde, il la compare à Isabelle. Le nom frappa Sophie comme un coup physique. Isabelle, la femme dont Jeanne avait parlé. Celle qui avait transformé un jeune poète en homme d'affaires impitoyable. « Pourquoi me dire cela ?» demanda-t-elle, maintenant une façade calme malgré la tempête d'émotions qui l'agitait. Philippe haussa les épaules avec une fausse désinvolture. « Par charité chrétienne? Pour que vous ne nourrissiez pas de faux espoirs? Ou peut-être ?» Il se leva et s'approcha d'elle, trop près, son haleine chargée d'alcool caressant sa joue. « Peut-être pour vous montrer qu'il existe des alternatives à une vie sans amour, des hommes qui sauraient apprécier ce que mon frère néglige. » Sophie recula, son dos heurtant la bibliothèque du salon. « Je crois que vous devriez partir, Philippe. La pluie s'est calmée et j'ai des lettres à écrire. » Il sourit, s'inclinant avec une galanterie moqueuse. « Comme vous voudrez, ma chère belle-sœur. Mais souvenez-vous de mon offre quand vous vous sentirez seule dans ce grand lit froid. » Après son départ, Sophie resta longtemps immobile, fixant la mer déchaînée par la fenêtre. Les paroles de Philippe s'entremêlaient avec les poèmes du jeune François dans son esprit, formant une image plus complexe de l'homme qu'elle avait épousé. Un homme blessé qui avait choisi de se transformer en pierre plutôt que de risquer d'être à nouveau brisé. Cette nuit-là, elle écrivit une longue lettre qu'elle ne posterait jamais, adressée à l'homme que François aurait pu être, celui qui écrivait des poèmes sur la fragilité des traces sur le sable et la permanence des promesses brisées. Le gala de bienfaisance du casino de Monte-Carlo
était l'événement le plus prestigieux de la saison estivale sur la Côte d'Azur. Les Leroy y étaient attendus, non seulement comme donateurs majeurs, mais comme figures emblématiques de la haute société basque. Pour la première fois depuis leur mariage, François et Sophie devaient apparaître publiquement comme un couple uni et harmonieux. Sophie passa des heures à se préparer, aidée par Jeanne qui semblait particulièrement anxieuse ce soir-là. « La robe émeraude, madame », conseilla la gouvernante en sortant une création d'un grand couturier parisien que Sophie n'avait jamais vue. Monsieur l'a fait livrer spécialement pour ce soir. La robe était un chef-d'œuvre de soie et de dentelle, soulignant parfaitement sa silhouette fine sans être provocante, d'une élégance qui rappelait l'âge d'or d'Hollywood plutôt que les tendances parisiennes actuelles. En l'enfilant, Sophie sentit le poids des attentes qui pesaient sur ses épaules, non seulement celles de son mari, mais de toute une société qui attendait le moindre faux pas. Quand elle descendit l'escalier, François l'attendait au pied des marches, impeccable dans son smoking noir. Pendant une seconde fugace, elle vit ses yeux s'élargir avec une admiration non dissimulée, avant que son masque d'impassibilité ne se remette en place. « Vous êtes... » Il sembla chercher ses mots, inhabituellement hésitant. « Vous honorerez la famille ce soir. » Le trajet jusqu'à Monaco se fit dans un silence paisible, interrompu seulement par quelques commentaires de François sur les invités qu'ils allaient rencontrer. Des informations pratiques, pour qu'elle puisse naviguer les conversations potentiellement dangereuses. Le comte de Mérignac tentera de vous interroger sur nos investissements en Afrique. Il suffit de sourire et de mentionner son récent divorce. Cela le fera battre en retraite immédiatement. Il parlait sans la regarder, fixant la route sinueuse de la corniche qui serpentait entre mer et montagne. Et Madame Dufresne est une commère professionnelle. Chaque mot que vous lui direz sera répété et déformé avant minuit. Sophie acquiesça, mémorisant ses conseils comme un général étudierait une carte avant la bataille. « Y a-t-il d'autres personnes dont je devrais me méfier ?» François hésita, ses mains se crispant imperceptiblement sur le volant de la Bentley. Isabelle Moreau pourrait être présente. Son mari, le baron de Castille, est membre du conseil d'administration de la Fondation. Le nom fit l'effet d'une décharge électrique à Sophie. Isabelle, la femme qui avait façonné le destin de François par son rejet, celle dont Philippe avait parlé avec un plaisir malveillant. Elle réprima l'envie de poser 1000 questions et se contenta d'un simple « je comprends ». Le casino de Monte-Carlo resplendissait sous les projecteurs, sa façade belle époque transformée en palais de contes de fées par des jeux de lumière sophistiqués. Des voitures luxueuses déposaient des invités en tenue d'apparat, créant un défilé de richesse et d'élégance sur le tapis rouge qui menait aux portes monumentales. À leur entrée dans la salle de bal, un silence momentané se fit, suivi d'un bourdonnement de conversation à voix basse. Sophie sentit les regards curieux, évaluateurs, parfois envieux, qui se posaient sur elle. François plaça sa main au creux de ses reins, un geste possessif qui la surprit par son intimité. « Souriez, murmura-t-il près de son oreille. Vous êtes la plus belle femme de cette salle, et vous êtes ma femme. Laissez-les jalouser ce qu'ils ne peuvent avoir. » La soirée se déroula comme une pièce de théâtre soigneusement orchestrée. Sophie dansa avec des dignitaires, conversa avec des duchesses, fit rire des hommes politiques par des remarques spirituelles, mais jamais controversées. François l'observait de loin, intervenant occasionnellement pour l'introduire à quelques personnalités importantes, toujours avec cette main possessive au creux de son dos, comme pour signaler au monde entier « Elle est avec moi ». Ce fut au buffet de minuit que l'inévitable se produisit. Sophie se tenait seule un instant, admirant un arrangement floral spectaculaire, quand une voix féminine, à la fois mélodieuse et affectée, s'éleva derrière elle. « Quelle charmante petite chose François a ramenée de Normandie. Vous êtes exactement comme on vous a décrite, fraîche et naïve. » Sophie se retourna lentement pour faire face à une femme d'une cinquantaine d'années, dont la beauté jadis éblouissante luttait désespérément contre le temps à l'aide de procédures coûteuses et de maquillage savant. Ses yeux, cependant, restaient magnifiques, d'un bleu glacier qui rappelait étrangement ceux de François. « Madame de Castille, je présume ?» répondit Sophie avec une politesse glaciale qui masquait le tumulte de ses émotions. « Quel plaisir de rencontrer une si vieille connaissance de mon mari !» Isabelle sourit, dévoilant des dents parfaites. « Vieille ? Quelle cruauté dans le choix des mots. François et moi partageons une histoire que le temps n'a pas effacée. Il vous l'a racontée, j'imagine. Mon mari préfère regarder vers l'avenir plutôt que ressasser le passé. »
Sophie maintint son calme, consciente des regards qui commençaient à se tourner vers leur échange. Le sourire d'Isabelle vacilla légèrement. Il a toujours été sentimental sous ses airs de businessman impitoyable. Je me demande s'il vous récite encore ses poèmes au clair de lune? Ce fut cette phrase, prononcée avec un mépris à peine voilé, qui cristallisa quelque chose en Sophie. Une indignation protectrice envers l'homme que François avait été, celui qui écrivait des vers sur les vagues, effaçant ses traces sur le sable. « Non, madame », répondit-elle avec une douceur qui dissimulait à peine sa force nouvellement découverte. « Il n'a pas besoin de réciter des poèmes quand ses actions parlent d'elles-mêmes. La vraie poésie n'est pas dans les mots, mais dans la façon dont on choisit de vivre. » Elle sentit une présence à ses côtés et sut, sans avoir besoin de se retourner, que François était là. Il avait entendu. Sa main se posa sur son épaule, non plus comme une marque de possession, mais comme un geste de soutien, presque de camaraderie. « Isabelle », dit-il simplement d'une voix où Sophie détecta pour la première fois une note de pitié plutôt que de douleur. « J'espère que tu passes une bonne soirée. » La femme les regarda tous les deux, cherchant une faille dans leur unité apparente, n'en trouvant aucune. Avec un dernier sourire forcé, elle s'excusa et se dirigea vers un groupe de diplomates à l'autre bout de la salle. Quand ils furent seuls, Sophie enlaça simplement son bras au sien et murmura doucement. Elle ne savait pas le trésor qu'elle avait, mais moi si. Ces mots, prononcés sans calcul avec une sincérité désarmante, touchèrent à François plus profondément qu'aucun discours élaboré n'aurait pu le faire. Pour la première fois depuis des décennies, il permit à quelqu'un de voir brièvement derrière son masque, offrant à Sophie un sourire qui n'avait rien de commercial ou de stratégique, juste un homme reconnaissant qu'on défende non pas ce qu'il était devenu, mais ce qu'il avait été. Marie-Claire Leroy arriva au manoir un matin de fin juillet, sans prévenir, avec 3 malles Louis Vuitton et la ferme intention de rester jusqu'à ce que les choses soient remises en ordre. À 68 ans, la matriarche de la famille était une femme d'une élégance intimidante, aux cheveux parfaitement teints en blond platine et au regard qui semblait toujours trouver les failles de son interlocuteur. « La chambre bleue sera parfaite », annonça-t-elle à Jeanne qui l'accueillait avec une révérence polie mais crispée. « Et dites à ma belle-fille que je l'attends pour le thé à 4 heures précises. » Sophie, qui avait passé la matinée à esquisser la vue depuis la terrasse, se prépara à cette confrontation comme pour une bataille. Elle choisit une robe simple mais élégante, attacha ses cheveux en un chignon strict et descendit à l'heure dite dans le petit salon où Marie-Claire l'attendait, droite comme un nid dans un tailleur Chanel, d'un rose poudré qui contrastait avec la dureté de son expression. « Vous avez perdu du poids », fut sa première remarque scrutant Sophie de la tête aux pieds. « Ce n'est pas bon. Un Leroy a besoin d'une épouse capable de porter des héritiers robustes. » Sophie s'assit face à elle, versant le thé avec des gestes précis, appris durant son éducation. « Votre inquiétude me touche, belle maman, mais ma santé est excellente. Le médecin l'a confirmé lors de ma dernière visite. » Marie-Claire prit sa tasse, l'observant par-dessus le bord délicat en porcelaine. « Le docteur Lambert est un imbécile. J'ai pris rendez-vous pour vous avec le docteur Perrin à Paris. Il s'occupe de la fertilité des meilleures familles depuis 30 ans. Je ne crois pas que cela soit nécessaire pour le moment, répondit Sophie avec une fermeté tranquille qui surprit sa belle-mère. François et moi n'avons pas encore discuté de nos projets concernant les enfants. Marie-Claire reposa sa tasse avec un claquement sec. Discuter? Ma chère enfant, on ne discute pas de l'héritage des Leroy. On le perpétue, c'est tout. Elle sortit un agenda en cuir de son sac à main. Le rendez-vous est pris pour jeudi prochain. François sera informé ce soir à son retour. Les 6 semaines qui suivirent furent un exercice d'endurance pour Sophie. Marie-Claire réorganisa les horaires de la maison, congédia 2 domestiques qu'elle trouvait trop familiers avec madame, invita des amis pour des déjeuners où Sophie était disséquée comme un spécimen rare sous un microscope impitoyable. « Ma chère », disait la comtesse de Saint-Germain en tapotant la main de Sophie avec une fausse sympathie, « Marie-Claire me racontait justement votre parcours atypique. Quelle charmante histoire, la fille d'un entrepreneur de province qui se retrouve à diriger une maison comme celle-ci. Vous devez vous sentir parfois dépassée ?» Sophie, qui avait appris à reconnaître ses attaques déguisées, souriait sereinement. « Pas du tout, comtesse. Je trouve que diriger une maison ou une entreprise repose sur les mêmes principes. Respect, communication et vision à long terme. Mon père m'a bien préparé à cela. » François, pris entre sa mère et sa femme, maintenait une neutralité diplomatique qui frustrait les 2 femmes.
Il s'absentait plus souvent, prétextant des voyages d'affaires qui, Sophie le soupçonnait, n'étaient parfois qu'une excuse pour échapper à l'atmosphère suffocante du manoir. Un soir, alors qu'il rentrait d'un prétendu séjour à Londres, elle le confronta dans son bureau, brisant le pacte tacite de non-interférence qui régissait leur mariage. « Votre mère a prévu un dîner de 20 personnes samedi pour annoncer une grossesse qui n'existe pas, » dit-elle sans préambule, debout devant son bureau massif. « J'ai besoin de savoir si vous comptez la corriger ou si je dois le faire moi-même. » François leva les yeux des documents qu'il prétendait étudier. Pour la première fois, elle vit clairement l'épuisement sur son visage, les rides que la façade impeccable du businessman ne parvenait plus à masquer. « Asseyez-vous, Sophie, dit-il d'une voix lasse, désignant le fauteuil en cuir face à lui. Quand elle obtempéra, il poursuivit. « Ma mère a toujours eu une vision très traditionnelle de la famille. Son propre mariage était un arrangement similaire au nôtre. »« Similaire, mais pas identique, » corrigea doucement Sophie. « Je doute qu'elle ait épousé un homme qui l'évitait comme si elle portait la peste. » Un sourire fugace traversa le visage de François, surprenant Sophie par sa spontanéité. « Vous ne connaissez pas mon père. Il passait plus de temps avec ses maîtresses qu'avec sa femme légitime. » Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin plongé dans l'obscurité. Du moins, lui était honnête sur ses intentions. Sophie sentit une vague de compassion mêlée de frustration. « Et quels sont les vôtres, François ? Pourquoi m'avoir épousé si c'est pour vivre comme deux étrangers sous le même toit ?» Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Quand il se retourna enfin, son expression avait changé. Non plus le masque de l'homme d'affaires, ni celui du fils obéissant, mais quelque chose de plus vulnérable, presque le visage du jeune poète qu'il avait été. « Je pensais que ce serait simple, » admit-il. « Un arrangement pratique, bénéfique pour nos deux familles. Je n'avais pas prévu. » Il s'interrompit, semblant lutter contre ses propres pensées. « Prévu quoi ?» insista Sophie, le cœur battant à tout rompre. « Que vous seriez-vous » Ces mots simples contenaient une complexité que Sophie commençait seulement à entrevoir. Authentique, courageuse, différente de ce monde de façades et de mensonges polis. Avant qu'elle puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement sur Marie-Claire, somptueuse dans une robe de soirée bordeaux, ses diamants étincelant sous les lumières du lustre. « Ah, vous êtes là tous les deux. Parfait. J'ai invité les Dufresne pour dîner. Rendez-vous présentable, Sophie, et rejoignez-nous dans 20 minutes. » Son ton n'admettait aucune contestation. François se redressa, retrouvant instantanément sa posture de chef de famille. « Annule, mère. Sophie et moi avons d'autres projets ce soir. » Marie-Claire cligna des yeux, prise au dépourvu par cette rébellion inattendue. « Des projets ? Quels projets pourriez-vous avoir qui surpassent l'importance de cultiver la relation avec les Dufresne ? Leur fils siège au conseil d'administration de la Banque de France, pour l'amour du ciel. » « Nos projets ne regardent que nous, » répondit François, avec une fermeté tranquille qui fit frissonner Sophie. « Dis aux Dufresne que nous les recevrons une autre fois. » Quand la porte se referma sur une Marie-Claire stupéfaite, François se tourna vers Sophie avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, un mélange d'appréhension et d'espoir. « Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ? Juste nous deux sur la terrasse. J'aimerais que nous parlions vraiment, pour une fois. » Ce dîner improvisé, servi par une Jeanne rayonnante sur la terrasse baignée par la lumière dorée du soleil couchant, marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois, ils conversèrent non comme des associés dans un arrangement commercial, mais comme deux personnes découvrant la possibilité d'un lien authentique. Le petit déjeuner était devenu, contre toute attente, le moment préféré de Sophie. François avait pris l'habitude de la rejoindre sur la terrasse chaque matin, avant que la chaleur de l'été ne devienne oppressante. Ils partageaient café, croissants et une conversation qui devenait progressivement plus personnelle, plus authentique. « Votre institutrice vous a vraiment enfermé dans un placard pour avoir récité du Baudelaire. » Sophie riait, imaginant un petit François rebelle dans un uniforme d'école prestigieuse. « Pendant 3 heures, » confirma-t-il avec un demi-sourire, « j'ai récité Les Fleurs du Mal en entier pour passer le temps. Ma mère a doublé la donation annuelle à l'école pour étouffer le scandale. » Ces moments de complicité naissante irritaient visiblement Marie-Claire, qui trouvait toujours une raison d'interrompre, brandissant une lettre urgente ou rappelant à François un rendez-vous important. Ce matin-là, cependant, elle arriva avec une expression particulièrement satisfaite qui mit immédiatement Sophie sur ses gardes. « J'ai une nouvelle merveilleuse, » annonça-t-elle en s'asseyant sans y être invitée.
Isabelle et le baron de Castille seront nos hôtes ce week-end. J'ai pensé qu'il était temps de renouer avec de vieux amis. François posa sa tasse de café avec une lenteur délibérée. C'est hors de question, mère. Marie-Claire agita la main comme pour chasser un insecte agaçant. Ne sois pas ridicule, François. Cette vieille histoire est oubliée depuis longtemps. Le baron est un allié précieux pour notre projet d'extension à Dubaï. J'ai dit non. La voix de François avait pris cette tonalité froide que Sophie reconnaissait de leurs premiers jours ensemble, celle de l'homme d'affaires implacable qui ne tolérait aucune contradiction. « Tu te comportes comme un adolescent », persifla Marie-Claire, son masque de politesse se fissurant. « Tout ça parce que cette fille t'a brisé le cœur il y a 20 ans, grandis un peu. » Sophie observait cet échange avec un mélange de malaise et de fascination. La dynamique mère-fils se révélait dans toute sa complexité dysfonctionnelle, éclairant des pans entiers de la personnalité de François qu'elle commençait seulement à comprendre. « Ce n'est pas à propos d'Isabelle », intervint-elle doucement, surprenant les deux adversaires qui semblaient avoir oublié sa présence. « C'est à propos de respect. Cette maison est notre foyer, à François et moi. Les invitations devraient être discutées avec nous deux. » Marie-Claire la dévisagea avec une hostilité à peine voilée. « Notre foyer ? Ma chère enfant, ne vous méprenez pas sur votre position. Vous êtes ici parce que votre père était au bord de la faillite et que mon fils avait besoin d'une épouse présentable. Ne confondez pas arrangement commercial et sentiment. » Un silence glacial tomba sur la terrasse ensoleillée. Sophie sentit son cœur se serrer, non pas tant pour la cruauté des mots que pour la vérité qu'ils contenaient, du moins partiellement. N'était-ce pas exactement comme leur mariage avait commencé? Ça suffit. La voix de François était basse, mais chargée d'une colère contenue qui fit tressaillir sa mère. Il se leva, dominant la table de sa hauteur. « Tu vas présenter tes excuses à Sophie, maintenant. » Marie-Claire écarquilla les yeux, stupéfaite par cet ordre. « Je ne ferai rien de tel, cette petite arriviste, maintenant. » Le mot claqua comme un fouet. « Ou tu quitteras cette maison aujourd'hui même. » Les deux femmes le fixèrent avec un étonnement identique. Jamais François n'avait parlé à sa mère sur ce ton. Jamais il n'avait remis en question son autorité morale sur la famille. Marie-Claire se leva lentement, le visage blême sous son maquillage parfait. « Tu choisirais cette étrangère plutôt que ta propre mère ?» François regarda Sophie, dont les yeux exprimaient non pas le triomphe, mais une tristesse sincère face à cette situation. Puis il reporta son attention sur sa mère. « Je choisis de mettre fin à un cycle toxique qui a détruit 3 générations de Leroy. Je choisis le respect mutuel plutôt que la manipulation. Je choisis d'être un homme meilleur que mon père. » Marie-Claire quitta le manoir le jour même, emportant ses malles et laissant derrière elle un silence nouveau, presque étourdissant dans sa liberté. François et Sophie se retrouvèrent ce soir-là sur la plage privée, en contrebas du manoir, marchant pieds nus sur le sable encore tiède du soleil de la journée. « Je suis désolé pour ce qu'elle a dit », murmura François, fixant l'horizon où le soleil commençait sa descente vers l'océan. Elle n'a jamais su aimer sans contrôler. Sophie s'arrêta, laissant les vagues lécher ses orteils. Était-elle entièrement fausse, cependant? Notre mariage était bien un arrangement. Il la regarda alors vraiment, comme si c'était la première fois. Le vent marin jouait dans ses cheveux châtains, et la lumière dorée du couchant illuminait son visage d'une beauté simple et vraie qui transcendait les canons artificiels du monde dans lequel il avait toujours évolué. Au début, oui, admit-il, mais maintenant. Il hésita, cherchant ses mots avec un soin inhabituel pour cet homme habituellement si éloquent. Maintenant, je ne sais plus ce qu'il est, ou ce que je veux qu'il devienne. Sophie sourit, un sourire empreint d'une sagesse qui dépassait ses années. Peut-être n'avons-nous pas besoin de le définir tout de suite. Peut-être pouvons-nous simplement explorer. Il tendit la main. Un geste simple mais lourd de signification. Quand elle y plaça la sienne, ce n'était plus l'acceptation passive d'une femme résignée à son sort, mais le choix conscient d'une femme ouvrant la porte à une possibilité. L'absence de Marie-Claire créa un vide que la nature a horreur de laisser exister. Ce fut Philippe qui se précipita pour le remplir, apparaissant de plus en plus souvent au manoir, toujours avec un prétexte plausible mais transparent, des papiers à signer, une question sur les investissements familiaux, une invitation à quelque événement mondain. Sophie remarquait la tension qui s'installait entre les frères à chacune de ses visites. François devenait distant, presque froid, revenant brièvement à l'homme qu'il avait été avant leur rapprochement récent. Philippe, quant à lui,
l'observait avec une curiosité mauvaise, comme un scientifique étudiant une expérience particulièrement intrigante. « Mon frère semble adouci », commenta-t-il un jour, croisant Sophie dans le jardin où elle esquissait les roses anciennes qui grimpaient le long de la pergola. Presque méconnaissable. « Votre influence, sans doute ?» Sophie continua son dessin sans lever les yeux. « Les gens changent, Philippe. C'est la beauté de la vie. » Il s'accroupit près d'elle, trop près, son parfum coûteux et trop fort envahissant l'espace. Certains changent, d'autres révèlent simplement leur vraie nature. Il effleura une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. « Je me demande laquelle de ces options s'applique à vous. » Elle recula légèrement, maintenant une expression neutre malgré son malaise. « Votre frère vous cherchait, il est dans son bureau. » Alors que l'été laissait place à un automne particulièrement doux, Sophie commença à remarquer des regards étranges lors de ses sorties en ville. Les commerçants chuchotaient à son passage, les conversations s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une boutique. Même Jeanne semblait préoccupée, évitant son regard lorsqu'elle lui demandait si quelque chose n'allait pas. Ce fut lors d'une visite à l'orphelinat Sainte-Marie, où elle se rendait régulièrement pour donner des cours d'art aux enfants, que la vérité éclata. La directrice, sœur Marguerite, une femme habituellement chaleureuse, l'accueillit avec une réserve inhabituelle. « Madame Leroy, dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir dans son modeste bureau, je dois vous parler d'une situation délicate. Certains parents donateurs s'inquiètent de votre présence auprès des enfants, compte tenu des rumeurs qui circulent. » Sophie sentit son sang se glacer. « Quelle rumeur, ma sœur ?» La religieuse baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Il se dit que vous entretenez une relation inappropriée avec un jeune homme de la ville, que vos visites ici servent d'alibi pour ces rencontres. » La stupéfaction laissa Sophie sans voix pendant plusieurs secondes. « C'est absurde. Je n'ai jamais... Comment pourrait-on croire ?» Sœur Marguerite lui prit la main avec compassion. « Je ne crois pas un mot de ces calomnies, ma chère, mais je dois penser aux enfants et à la réputation de notre institution. Peut-être serait-il préférable que vous suspendiez vos visites jusqu'à ce que cette tempête soit passée. » Sophie rentra au manoir, dans un état de choc, les joues brûlantes de honte et d'indignation. Elle savait au plus profond d'elle-même qui était derrière ces rumeurs. La question était pourquoi? Que cherchait Philippe à accomplir en salissant sa réputation? François était absent, parti pour 3 jours à Madrid, et elle hésita à lui téléphoner pour partager cette nouvelle bouleversante. Leur relation, bien qu'améliorée, restait fragile, en construction. Comment réagirait-il? Croirait-il en son innocence? Ou ses mensonges réveilleraient-ils d'anciennes blessures, d'anciennes méfiances? Elle passa la nuit à marcher dans le manoir silencieux, incapable de trouver le sommeil, pesant ses options. Au petit matin, sa décision était prise. Si quelqu'un devait informer François de ses calomnies, ce serait elle, directement, honnêtement. Il rentra un jour plus tôt que prévu, le visage fermé, les yeux assombris par une émotion que Sophie ne pouvait déchiffrer. Elle l'attendait dans le salon, les mains crispées sur sa robe, le cœur battant à tout rompre. « Vous êtes rentré tôt de l'orphelinat », remarqua-t-il sans préambule, se servant un verre de cognac malgré l'heure matinale. « François, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Elle se leva, cherchant à capter son regard fuyant. « Des rumeurs circulent en ville, des mensonges à mon sujet. » Il vida son verre d'un trait avant de se tourner vers elle. « Je suis au courant. Philippe m'a téléphoné à Madrid. » Sophie sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Philippe ?» Le nom sortit comme un souffle, une prière désespérée que ce ne soit pas ce qu'elle craignait. Il s'inquiétait pour moi. François parlait d'une voix neutre, contrôlée, celle qu'il utilisait pour les négociations difficiles, pour ma réputation, pour l'honneur de la famille. Et vous l'avez cru? La question pendait entre eux, lourde de conséquences. Il la regarda enfin directement, et ce qu'elle vit dans ses yeux la déchira. Un conflit, une douleur ancienne, ravivée, mais aussi, miraculeusement, une lutte pour ne pas céder à la méfiance automatique qui avait été sa réponse par défaut pendant des décennies. « Je ne sais pas quoi croire », admit-il finalement. « Une partie de moi veut vous faire confiance aveuglément. L'autre me rappelle que j'ai déjà fait cette erreur. » Sophie s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé, jusqu'à se tenir juste devant lui. « Regardez-moi, François. Vraiment, ai-je jamais vous donné une raison de douter de moi ?» Il ferma brièvement les yeux, comme pour échapper à l'intensité de ce moment. « Non, mais Isabelle non plus, jusqu'à... » « Je ne suis pas Isabelle.
l'interrompit-elle doucement mais fermement. Je n'ai jamais prétendu être parfaite ou inattaquable. Mais je vous promets ceci, je ne vous mentirai jamais, pas sur quelque chose d'aussi fondamental. Il y eut un long silence pendant lequel le monde entier sembla suspendu entre eux. Puis François fit quelque chose d'extraordinaire. Il posa son verre, prit les mains de Sophie entre les siennes et murmura « Je vous crois ». Ces 3 mots simples contenaient une révolution personnelle, le démantèlement d'une forteresse érigée autour de son cœur pendant 2 décennies. Ce n'était pas une déclaration d'amour, pas encore, mais c'était peut-être quelque chose de plus précieux, un choix conscient de faire confiance malgré la peur. Ensemble, ils décidèrent de confronter Philippe, non pas dans la colère ou l'accusation, mais avec une unité calme qui s'avérerait plus dévastatrice que n'importe quelle attaque frontale. La confrontation avec Philippe eut lieu au château familial de Biarritz, lors du dîner mensuel qui réunissait traditionnellement les membres de la famille Leroy. Marie-Claire présidait l'assemblée, rigide dans une robe Dior noir jet, ses yeux sautant nerveusement de François à Sophie, puis à Philippe qui semblait inhabituellement sobre et composé. « Quelle merveilleuse surprise de vous voir tous les deux !» dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'avais presque renoncé à l'espoir que vous honoriez nos traditions familiales. » François prit la main de Sophie sous la table, un geste de réconfort discret mais significatif. « Nous n'avons jamais eu l'intention de rompre avec la famille, mère, simplement d'établir des limites saines. » Le dîner progressa avec la lenteur calculée d'une partie d'échecs, chaque plat apportant son lot de remarques voilées et de tensions sous-jacentes. Ce fut au dessert, une tarte aux framboises dont la perfection contrastait cruellement avec l'atmosphère empoisonnée, que François prit enfin la parole. « J'ai appris récemment que des rumeurs circulent en ville concernant ma femme. » Sa voix était calme, presque conversationnelle, mais Sophie sentait la tension dans ses doigts entrelacés aux siens. Des accusations d'infidélité particulièrement créatives. Marie-Claire s'étouffa presque avec son vin, tandis que Philippe maintenait une expression soigneusement neutre, bien que ses doigts tapotent nerveusement le bord de son assiette. « Les commérages sont le fléau de notre classe », commenta Marie-Claire, retrouvant rapidement sa composition. « Il faut apprendre à vivre au-dessus de cela. »« Normalement, j'en conviendrai, » poursuivit François, son regard fixé sur son frère. « Sauf que ces rumeurs semblent avoir une source très spécifique. Une source qui connaît les horaires de Sophie à l'orphelinat, qui a accès aux cercles les plus influents de Biarritz, et qui a un intérêt particulier à semer la discorde dans mon mariage. » Philippe pâlit légèrement, mais maintint son masque d'innocence. « Tu ne penses quand même pas que je n'ai accusé personne, » l'interrompit François avec une douceur redoutable. « C'est fascinant que tu te sentes immédiatement concerné. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Marie-Claire regardait ses fils avec une expression indéchiffrable, tandis que Sophie observait ce drame familial se dérouler avec le sentiment étrange d'être à la fois spectatrice et protagoniste centrale. « Évidemment que je me sens concerné !» s'exclama finalement Philippe, sa façade commençant à se fissurer. « Tu m'accuses à peine voilé devant toute la famille. » François secoua lentement la tête. « Je constate simplement des faits. Ces rumeurs ont commencé peu après ta dernière visite au manoir, quand tu as appris que Sophie se rendait régulièrement à l'orphelinat. Elles se sont intensifiées après que j'ai refusé de te prêter 2 millions pour rembourser tes dettes de jeu à Monaco. » Marie-Claire hoqueta, portant une main à sa gorge où brillait un collier de diamants qui aurait pu nourrir une famille pendant 1 an. 2 millions? Philippe, tu avais promis que c'était fini. Le jeune homme se leva brusquement, renversant son verre de vin qui forma une tache écarlate sur la nappe en dentelle ancienne. « C'est elle !» cracha-t-il en pointant Sophie du doigt. « Elle t'a monté contre moi, contre toute la famille. Tu ne vois pas ce qu'elle fait? Elle t'isole, te manipule, exactement comme cet arriviste d'Isabelle voulait le faire. » Sophie sentit François se raidir à ses côtés, mais à sa grande surprise, il resta parfaitement calme, presque détaché. La différence, Philippe, c'est que Sophie n'a jamais rien demandé, ni argent, ni statut, ni même le respect le plus élémentaire que vous lui avez tous systématiquement refusé. Il se leva à son tour, offrant sa main à Sophie. « Nous partons maintenant. Quand vous serez prêts à vous comporter comme une vraie famille, plutôt que comme des actionnaires mécontents, notre porte sera ouverte. » Alors qu'ils quittèrent la salle à manger, sous le regard stupéfait de Marie-Claire et la fureur impuissante de Philippe, Sophie se sentit à la fois plus légère et plus lourde, soulagée par cette confrontation enfin arrivée, mais consciente des conséquences à venir. « Êtes-vous certain que c'était sage ?»
demanda-t-elle doucement dans la voiture qui les ramenait au manoir. « Ils sont votre famille. » François conduisait en silence, les yeux fixés sur la route sinueuse qui longeait l'océan. Quand il parla enfin, sa voix contenait une émotion qu'elle n'y avait jamais entendue, non pas de la colère ou du regret, mais une sorte de paix douloureuse. « Ma famille est celle que je choisis, Sophie. Pendant trop longtemps, j'ai confondu le sang avec la loyauté, la tradition avec l'amour. Il est temps que cela change. » Cette nuit-là, alors que l'orage grondait au-dessus de l'Atlantique, illuminant par intermittence leur chambre de flash bleuté, François frappa doucement à la porte de Sophie. Non pas pour réclamer quoi que ce soit, mais simplement pour lui demander s'il pouvait rester avec elle, partager son espace, sa chaleur, sa présence réconfortante dans l'obscurité. Ils s'endormirent côte à côte, sans se toucher mais plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été, bercés par le rythme de la pluie contre les vitres et le grondement lointain d'un monde en mutation. Octobre apporta à Biarritz ces jours parfaits où l'été semble faire une dernière révérence avant de céder définitivement la place à l'automne. Le ciel restait d'un bleu intense, mais l'air prenait cette qualité particulière, plus vive, plus claire, qui rendait chaque couleur plus vibrante, chaque détail plus précis. Sophie avait pris l'habitude de peindre sur la plage en contrebas du manoir, installant son chevalet face à l'océan, dont elle tentait de capturer les humeurs changeantes. François l'y rejoignait parfois en fin de journée, s'asseyant silencieusement sur un rocher à quelques pas, observant tantôt la mer, tantôt elle, avec une expression pensive qui la fascinait et l'intimidait à la fois. Ce jour-là, cependant, il n'était pas venu. Un appel urgent l'avait conduit à Paris 3 jours plus tôt, quelque chose concernant une fusion potentielle qui pourrait transformer l'entreprise familiale. Il avait promis de rentrer avant le week-end, et Sophie s'était surprise à compter les heures, un comportement qui l'aurait fait sourire de dérision quelques mois auparavant. Concentrée sur sa toile, elle n'entendit pas les pas sur le sable, ni ne remarqua l'ombre qui s'étendait progressivement derrière elle. Ce fut seulement lorsqu'une voix, qui n'était pas celle de François, résonna proche de son oreille qu'elle sursauta, laissant tomber son pinceau. « Une œuvre fascinante, » dit Philippe, ramassant le pinceau et le lui tendant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez un véritable talent. » Sophie reprit son pinceau avec une méfiance non dissimulée. « Merci, je ne vous attendais pas. » Il s'installa sur le rocher habituellement occupé par François, une usurpation symbolique qui la mit immédiatement mal à l'aise. « Je passais simplement voir comment se portait ma belle-sœur préférée. François vous a laissé seul, j'ai cru comprendre. »« Il rentre demain, » répondit-elle brièvement, commençant à rassembler ses affaires. Le soleil descendait vers l'horizon, et l'idée de rester seule sur cette plage isolée avec Philippe lui semblait soudain imprudente. « Ah, mais c'est là que vous vous trompez. » Son sourire s'élargit, prenant une qualité presque prédatrice. « J'ai parlé à son assistant ce matin. La situation à Paris est plus compliquée que prévu. Il restera au moins jusqu'à lundi. » Sophie sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise marine. « Dans ce cas, j'ai beaucoup à faire pour préparer son retour. Si vous voulez bien m'excuser. » Elle se dirigea vers le petit sentier qui remontait vers le manoir, mais Philippe la suivit, maintenant une proximité inconfortable. Toujours aussi dévouée. C'est admirable. Mais dites-moi, Sophie, n'êtes-vous jamais curieuse? Elle s'arrêta, se tournant pour lui faire face avec une fermeté née de mois d'adversité. Curieuse de quoi, exactement? De savoir ce que ça ferait d'être avec un homme qui vous désire vraiment. Il s'approcha encore, l'acculant presque contre la falaise. François peut jouer le mari attentionné maintenant, mais nous savons tous les deux que c'est temporaire. Il reviendra à sa vraie nature, froide, distante, obsédée par le contrôle. C'est dans son ADN, comme dans celui de notre père. Sophie sentit la pierre rugueuse de la falaise contre son dos, mais refusa de montrer sa peur. Vous ne connaissez pas votre frère aussi bien que vous le pensez. Et vous ne me connaissez certainement pas du tout. Philippe rit, un son sans joie qui se perdit dans le grondement des vagues. Au contraire, je vois parfaitement qui vous êtes. Une jeune femme piégée dans un mariage de convenance, qui se raconte des histoires pour rendre sa situation supportable. Il change, vous dites-vous. Il m'apprécie pour ce que je suis. Il secoua la tête avec une fausse compassion. Pauvre naïve, vous n'êtes qu'un trophée de plus dans sa collection, une preuve de sa capacité à tout acheter, même l'innocence. Ces mots, prononcés avec une cruauté calculée, touchèrent une insécurité profondément enfouie en Sophie.
Et si c'était vrai? Et si la transformation apparente de François n'était qu'une illusion, une performance temporaire qui s'effondrerait à la première épreuve sérieuse? Voyant son hésitation, Philippe poussa son avantage. « Je pourrais vous montrer ce que c'est d'être vraiment désirée, Sophie. Pas adorée de loin comme une madone inaccessible, mais désirée comme une femme. » Il tendit la main pour toucher son visage, mais elle la repoussa violemment, retrouvant soudain toute sa résolution. « N'osez même pas. Votre jalousie envers François vous aveugle au point de vous transformer en caricature de séducteur de bas étage. C'est pathétique. » La rage déforma momentanément les traits de Philippe, révélant la laideur sous le vernis de sophistication. « Vous regretterez ce refus, siffla-t-il. Quand François se lassera de jouer au mari réformé, quand il retournera à ses maîtresses à Paris et vous laissera seul dans ce mausolée au bord de l'océan, vous vous souviendrez de cette opportunité manquée. » Il tourna les talons et remonta le sentier à grandes enjambées furieuses, laissant Sophie tremblante non pas de peur, mais d'une colère froide mêlée d'une tristesse profonde pour cet homme consumé par la jalousie et l'amertume. Ce soir-là, dans la solitude du manoir, Sophie fut confrontée à ses propres doutes. Les insinuations venimeuses de Philippe avaient planté une graine d'incertitude qui germait malgré tous ses efforts pour l'étouffer. Était-il possible que tout ce qu'elle croyait voir chez François, la vulnérabilité naissante, le désir de connexion, les petits gestes de tendresse, ne soit qu'une illusion, un mirage créé par son propre désespoir de croire en la possibilité de l'amour? Elle passa la nuit à errer dans le manoir comme une âme en peine, traversant des pièces où chaque objet semblait porter l'empreinte de générations de Leroy. Froid, calculateur, incapable d'amour véritable. L'aube la trouva dans la bibliothèque du 3e étage, recroquevillée dans un fauteuil usé, le vieux carnet de poèmes de François serré contre sa poitrine comme un talisman. « Comment savoir ?» murmura-t-elle à la pièce vide, « si un cœur peut vraiment changer ?» La tempête arriva sans prévenir, transformant le ciel d'octobre en chaos de nuages noirs et de vents hurlants. Les météorologues parlèrent d'une dépression exceptionnelle. Les plus anciens habitants de Biarritz évoquaient la tempête de 1976 qui avait emporté 3 bateaux de pêche et leurs équipages. Sophie observait la furie des éléments depuis la bibliothèque, enveloppée dans un châle en cachemire que François lui avait offert lors de son dernier voyage à Milan. Le téléphone était coupé, l'électricité vacillante, et le manoir, habituellement imposant et solide, semblait soudain vulnérable face à la colère de l'Atlantique. Jeanne toqua doucement à la porte, apportant une théière fumante et des biscuits sur un plateau d'argent. « Madame devrait descendre dans les parties communes », conseilla la vieille gouvernante avec un regard inquiet vers les fenêtres qui vibraient sous l'assaut du vent. « Le rez-de-chaussée est plus sûr. »« François a-t-il appelé ?» demanda Sophie pour la 3e fois de la journée, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Les lignes sont coupées depuis midi, madame, mais monsieur sait se débrouiller. Il ne prendrait pas la route par ce temps. » Jeanne avait raison, bien sûr. François était la prudence incarnée, l'homme qui planifiait chaque détail, qui n'agissait jamais sur un coup de tête. Il attendrait sagement à Paris que la tempête passe, logé dans leur appartement du 16e arrondissement, peut-être en train de travailler sur cette mystérieuse fusion qui l'avait tenu éloigné plus longtemps que prévu, plus longtemps que promis. Alors pourquoi cette inquiétude sourde qui lui nouait l'estomac? Pourquoi ce pressentiment qui la maintenait éveillée, les yeux fixés sur le plafond de sa chambre, comptant les heures, imaginant le pire? La nuit tomba, enveloppant le manoir dans une obscurité presque totale, lorsque l'électricité finit par céder complètement. Jeanne distribua des bougies dans les pièces principales, créant des îlots de lumière tremblotantes qui donnaient au lieu des allures de château hanté. Les domestiques, pour la plupart, s'étaient retirés dans leur quartier, laissant Sophie seule dans le grand salon où un feu de cheminée combattait vaillamment l'humidité et le froid qui s'infiltraient par les moindres interstices. Ce fut le bruit de la porte d'entrée claquant contre le mur qui la tira de sa somnolence. Un courant d'air glacial éteignit la moitié des bougies, plongeant la pièce dans une pénombre traversée d'éclairs bleutés venant des fenêtres. « Jeanne » appela Sophie, se levant brusquement. « Est-ce vous ?» Aucune réponse, seulement le hurlement du vent et le martèlement de la pluie. Elle s'avança prudemment vers le hall d'entrée, une bougie à la main, le cœur battant à tout rompre. La porte massive était grande ouverte, battant au gré des rafales, laissant entrer des trombes d'eau qui formaient déjà une mare sur le marbre précieux de l'entrée. Alors qu'elle luttait pour la refermer, une silhouette sombre apparut dans l'encadrement,
trempée et chancelante. Sophie laissa échapper un cri de surprise qui se transforma en exclamation de soulagement quand la lumière vacillante de sa bougie révéla le visage de François. Mon Dieu! Elle l'aida à entrer, poussant la porte de toutes ses forces pour la refermer contre le vent. Qu'avez-vous fait? Conduire par ce temps est de la folie pure. Il se tenait là, ruisselant d'eau, le visage pâle et tiré, les cheveux plaqués sur son front, méconnaissable dans cet état de vulnérabilité totale. Sophie fut frappée par la pensée qu'elle n'avait jamais vu François le roi autrement que parfaitement composé, maître de lui-même et des circonstances. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il tenait son bras gauche contre lui dans une position étrange. « Ce n'est rien. Un arbre tombé sur la route. J'ai dû laisser la voiture à 2 kilomètres et finir à pied. » Elle le guida vers le salon, appelant Jeanne qui apparut presque immédiatement, comme si elle avait attendu ce moment. En quelques minutes, la gouvernante avait organisé un bain chaud, des vêtements secs, et envoyé le jardinier qui servait occasionnellement de chauffeur récupérer la voiture abandonnée. Assis près du feu, enveloppé dans une robe de chambre en cachemire, une tasse de thé brûlant entre les mains, François paraissait presque vulnérable. Son bras gauche, examiné puis bandé par Jeanne qui avait été infirmière dans une vie antérieure, reposait sur un coussin. « Pourquoi ?» demanda simplement Sophie assise face à lui, encore secouée par sa peur rétrospective. Il leva les yeux vers elle, et dans la lueur dansante du feu, elle vit une expression qu'elle n'avait jamais observée sur ce visage habituellement si contrôlé, une incertitude presque enfantine, une vulnérabilité brute. Philippe a appelé. Sa voix était rauque, soit d'épuisement, soit d'émotion. Il a dit que vous étiez bouleversé, qu'il s'était passé quelque chose sur la plage. Il a laissé entendre que... Il s'interrompit, semblant incapable de formuler les insinuations de son frère. Sophie sentit une vague de colère mêlée d'une tendresse douloureuse. « Et vous avez cru que lui et moi... » « Non. » L'interruption était véhémente, presque désespérée. « Non, pas un instant. Mais j'avais peur qu'il vous ait blessé, menacé. J'avais peur pour vous, pas de vous. » Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, dissipèrent les derniers doutes que les insinuations venimeuses de Philippe avaient semés dans l'esprit de Sophie. François n'avait pas douté d'elle. Il avait craint pour elle, au point de risquer sa vie pour la rejoindre au plus fort de la tempête. Il a essayé, admit-elle doucement, de me convaincre que votre changement n'était qu'une façade, que vous vous lasseriez bientôt de jouer au mari attentionné. François ferma brièvement les yeux, comme frappé physiquement par ces mots. « Et l'avez-vous cru ?» La question flotta entre eux, lourde de conséquences. Sophie prit son temps pour répondre, pesant non seulement ses mots, mais aussi la vérité de ce qu'elle ressentait. « Une partie de moi a douté, » admit-elle finalement. « Non pas de votre sincérité actuelle, mais de sa durabilité. Le changement est difficile, François. Les habitudes d'une vie ne s'effacent pas en quelques mois. » Il hocha lentement la tête, acceptant cette vérité sans se dérober. « La peur a été ma compagne la plus fidèle pendant 20 ans, Sophie. La peur d'être à nouveau vulnérable, d'être blessé, rejeté. » Il posa sa tasse et tendit sa main valide vers elle. « Mais ce soir, ce n'est pas la peur qui m'a fait traverser cette tempête. C'était quelque chose de plus fort. » Sophie prit sa main, notant à quel point elle était encore froide malgré le feu et le thé chaud. « Qu'est-ce qui pourrait être plus fort que la peur ? » « L'espoir, répondit-il simplement. L'espoir qu'il ne soit pas trop tard pour moi. Pour nous. » Cette nuit-là, alors que la tempête continuait à faire rage à l'extérieur, Sophie et François parlèrent comme ils ne l'avaient jamais fait. De leur peur, de leurs espoirs, de la possibilité fragile mais réelle que leur mariage de convenance puisse se transformer en quelque chose d'authentique et de durable. Quand l'épuisement les rattrapa enfin, ils s'endormirent sur le canapé du salon, devant les braises mourantes, leurs mains toujours entrelacées, comme pour se retenir mutuellement face au vent contraire de la vie. Novembre apporta à la côte basque cette luminosité particulière de l'automne tardif, une clarté presque douloureuse qui sculptait chaque détail du paysage avec une précision cristalline. Les arbres du parc entourant le manoir s'étaient parés de rouge et d'or, et l'océan avait pris cette teinte gris-bleu profonde qui annonçait l'approche de l'hiver. La tempête avait laissé des cicatrices visibles sur la propriété, des arbres centenaires déracinés, une partie de la véranda effondrée, le petit pavillon de thé au fond du jardin complètement détruit. Mais ces blessures extérieures semblaient avoir eu l'effet inverse sur le manoir lui-même, qui paraissait soudain plus vivant, plus habité qu'il ne l'avait jamais été.
François avait décidé de prendre un congé sabbatique de 3 mois, confiant temporairement la direction de l'entreprise à son directeur opérationnel, un homme qu'il avait personnellement formé pendant 10 ans. Cette décision, impensable quelques mois plus tôt, avait provoqué une onde de choc dans les cercles d'affaires parisiens et une panique momentanée parmi les actionnaires. « Ils s'en remettront », avait-il commenté avec un détachement qui avait fait sourire Sophie. Les actions Leroy ont survécu à 2 guerres mondiales et 3 récessions. Elles survivront à mes vacances. Ces vacances, comme il les appelait avec une ironie subtile, consistaient principalement à superviser la reconstruction des parties endommagées du domaine, à passer des heures dans la bibliothèque, à lire des ouvrages longtemps négligés et à observer Sophie peindre lorsqu'elle le lui permettait. Un matin particulièrement lumineux, alors que le jardinier et ses assistants s'activaient à déblayer les derniers vestiges du pavillon de thé, François rejoignit Sophie sur la terrasse où elle prenait son petit déjeuner. « J'ai eu une idée », annonça-t-il, s'asseyant face à elle avec une excitation contenue qu'elle avait appris à reconnaître, l'enthousiasme du planificateur, du créateur qui visualise déjà le résultat final d'un projet à peine entamé. « Je vous écoute », sourit-elle, versant du café dans sa tasse. « Le pavillon. » Il désigna d'un geste les débris encore visibles au fond du jardin. « Au lieu de le reconstruire à l'identique, je pensais en faire un atelier pour vous. Un studio avec une lumière parfaite, des espaces de rangement pour vos toiles et vos matériaux, peut-être même une petite galerie pour exposer vos œuvres. » Sophie resta un instant sans voix, touchée non seulement par l'idée elle-même, mais par la pensée qu'il avait consacrée à ses besoins, à sa passion. « Ce serait merveilleux, » murmura-t-elle finalement. « Mais vous êtes sûr? Ce pavillon était un héritage de votre grand-père, non ?» François haussa les épaules avec une désinvolture qui aurait choqué sa mère. « Mon grand-père l'avait fait construire pour sa maîtresse, une danseuse d'opéra qu'il installait là pendant que ma grand-mère était à Paris. Ce n'est guère un héritage à préserver. » Ses yeux prirent une expression plus douce, presque vulnérable. « Je préfère créer de nouveaux souvenirs plutôt que de perpétuer les erreurs du passé. » Les travaux commencèrent dès la semaine suivante. François, révélant un intérêt insoupçonné pour l'architecture et le design, passa des heures avec les artisans, discutant de l'orientation optimale pour la lumière naturelle, des matériaux qui résisteraient au mieux à l'air salin, des étagères et rangements qui faciliteraient le travail créatif de Sophie. Le voir ainsi, manches retroussées, en pleine conversation animée avec le maître charpentier ou l'électricien, était une révélation quotidienne pour Sophie. Cet homme n'avait rien du François Leroy que le monde des affaires connaissait et redoutait. Froid, calculateur, implacable. Il était enthousiaste, créatif, attentif aux détails qui rendraient l'espace non seulement fonctionnel, mais aussi beau et inspirant. Un soir, alors qu'ils marchaient sur la plage au crépuscule, une habitude qu'ils avaient apprise depuis la tempête, Sophie osa poser la question qui la taraudait depuis des semaines. « Êtes-vous heureux, François ?» Il s'arrêta, regardant l'horizon où le soleil disparaissait dans l'océan dans une explosion d'oranges et de roses. « Heureux ?» répéta-t-il, comme s'il testait un mot dans une langue étrangère. « Je ne suis pas sûr de savoir encore ce que cela signifie, à vrai dire. » Il se tourna vers elle, son visage adouci par la lumière dorée du couchant. « Pendant 20 ans, j'ai mesuré ma réussite en termes d'acquisition, de profit, de pouvoir accumulé. Je n'ai jamais considéré le bonheur comme un objectif pertinent. » Il ramassa un galet lisse et le lança vers les vagues. « Mais si le bonheur signifie se sentir complet, en paix avec soi-même, alors oui, je crois que je m'en approche. » Sophie sourit, touchée par cette réponse réfléchie qui caractérisait l'homme qu'il devenait, ou peut-être qu'il avait toujours été, sous les couches de protection et d'ambition forcée. C'est une belle définition. Il lui prit la main, un geste qui devenait plus naturel chaque jour. « Et vous, Sophie, êtes-vous heureuse ?» Elle réfléchit sincèrement à la question, ne voulant pas offrir une réponse facile ou automatique. « Je suis en chemin, » dit-elle finalement. « Il y a encore des jours où je me réveille en me demandant si tout ceci est réel ou si je vais me retrouver à nouveau dans cette salle à manger en Normandie, écoutant mon père m'expliquer que je dois me marier pour sauver l'entreprise familiale. » François serra légèrement sa main. Cette Sophie-là me manquerait, celle qui a eu le courage de traverser l'allée de l'église seule, la tête haute, vers un inconnu au cœur de pierre. « Votre cœur n'était pas de pierre, » corrigea-t-elle doucement, « juste très bien protégé. » Ils continuèrent leur promenade en silence, savourant la simplicité du moment, le bruit des vagues,
la sensation du sable encore tiède sous leurs pieds nus, la présence l'un de l'autre dans ce paysage grandiose qui relativisait leur drame personnel. Ce fut 2 semaines plus tard, alors que l'atelier était presque terminé, que le facteur apporta une lettre qui allait à nouveau bouleverser leur fragile équilibre. Une enveloppe épaisse, en papier crème de qualité supérieure, portant le sceau de la baronne de Castille, Isabelle. La lettre resta sur le bureau de François pendant 3 jours entiers, comme un objet radioactif que personne n'osait toucher. Sophie l'avait aperçu en apportant le courrier que Jeanne avait trié, mais avait immédiatement reconnu le monogramme élégant et l'écriture caractéristique. Sans un mot, elle l'avait posé sur la pile de documents et avait quitté la pièce, le cœur battant pour des raisons qu'elle préférait ne pas examiner. François, de son côté, n'avait fait aucune mention de cette lettre, bien qu'elle restât en évidence sur son bureau, délibérément non ouverte, mais impossible à ignorer. Pendant ces 3 jours, une tension subtile s'était installée entre eux, non pas un conflit ouvert, mais une retenue, une prudence dans leurs interactions qui rappelait les premiers temps de leur cohabitation. Le 4e matin, alors que Sophie peignait dans la véranda capturant la lumière particulière de décembre sur les cyprès du jardin, François entra, la lettre à la main. « Je pense que nous devrions l'ouvrir ensemble, » dit-il sans préambule, s'asseyant sur le fauteuil en osier face à son chevalet. Sophie posa son pinceau, essuyant ses mains tachées de peinture sur un chiffon. « Êtes-vous sûr ? C'est votre correspondance privée. » François secoua la tête. « Il n'y a plus de privé entre Isabelle et moi depuis 2 décennies. Et cette lettre, quelle que soit sa teneur, nous concerne tous les deux. » Avec des gestes délibérément calmes, il ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs feuillets couverts d'une écriture élégante, ainsi qu'une coupure de journal soigneusement découpée. Il parcourut rapidement le contenu, son visage passant de la curiosité à la stupéfaction, puis à une expression que Sophie ne put déchiffrer, un mélange complexe d'émotions où se lisait à la fois le choc et une forme d'acceptation résignée. Sans un mot, il lui tendit la lettre. « François, le temps a cette qualité particulière de transformer les certitudes en doutes, et parfois, rarement, les regrets en sagesse. Je t'écris aujourd'hui non pas pour raviver d'anciennes blessures ou réveiller des fantômes que nous avons tous deux appris à côtoyer, mais pour t'offrir une vérité que tu mérites de connaître. Comme tu l'apprendras peut-être par d'autres canaux, voire l'article 6 juin, Claude, mon époux depuis 20 ans, m'a quitté. Non pas pour une femme plus jeune comme le prétendent les gazettes mondaines toujours avides de scandales, mais parce que notre mariage n'a jamais été qu'une façade, élégante, socialement parfaite, mais vide de toute substance émotionnelle, authentique. Je ne cherche pas ta pitié, encore moins ton pardon. Ce que je cherche, c'est peut-être l'absolution à travers l'honnêteté. La vérité, François, est que je n'ai jamais cessé de penser à toi, à nous, à ce que nous aurions pu construire si je n'avais pas succombé à l'ambition et aux pressions familiales. Le titre, la fortune ancienne, le château en Bourgogne, tout cela semblait si important à l'époque, et paraît aujourd'hui d'une futilité presque comique. J'ai appris par des amis communs que tu as changé, que la jeune femme que tu as épousée a accompli ce miracle que je croyais impossible, brisé la forteresse que tu avais construite autour de ton cœur après mon départ. J'en suis heureuse pour toi, sincèrement, bien que cette pensée s'accompagne d'une douleur que je n'ai pas le droit d'exprimer. Je serai à Biarritz la semaine prochaine, installé à l'hôtel du Palais pour quelques jours. Si tu souhaites me voir pour clore définitivement ce chapitre, ou simplement pour constater de tes propres yeux que les fantômes perdent leur pouvoir à la lumière du jour, je serai disponible. Si tu choisis de ne pas venir, je comprendrai et respecterai ta décision. Avec des regrets éternels, mais un respect sincère. Isabelle. Sophie replia lentement la lettre, son esprit tournant à toute vitesse. La coupure de journal confirmait le divorce imminent du baron et de la baronne de Castille, évoquant des différences irréconciliables et mentionnant que la baronne conserverait la propriété de Saint-Jean-de-Luz, à quelques kilomètres seulement de Biarritz. « Que comptez-vous faire » demanda-t-elle finalement, regardant François dont l'expression restait indéchiffrable. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur l'océan. « Je ne sais pas encore. » Sa voix était calme, contrôlée, mais Sophie y détectait une tension sous-jacente. « Que feriez-vous à ma place ?» La question la surprit. Dans leur relation en évolution, il n'avait jamais auparavant sollicité son avis sur une décision personnelle de cette importance. « Je pense, commença-t-elle prudemment,
que certains cercles doivent être fermés pour que d'autres puissent s'ouvrir pleinement. François se tourna vers elle, une expression de surprise respectueuse sur son visage. « Vous me conseillez de la rencontrer ?» Sophie haussa légèrement les épaules. « Je vous conseille de faire ce qui vous permettra d'être en paix avec votre passé. Si la voir une dernière fois peut exorciser ce fantôme, alors peut-être est-ce nécessaire. Et si... » Il hésita, cherchant visiblement à formuler une pensée difficile. « Et si je découvrais que mes sentiments pour elle ne sont pas aussi morts que je le croyais ?» La question frappa Sophie comme un coup physique, mais elle maintint une expression sereine, refusant de laisser transparaître la douleur soudaine qui lui serrait la poitrine. « Alors ce serait une vérité importante à connaître. Pour vous, pour moi, pour nous. » François la regarda longuement, comme s'il cherchait quelque chose dans son visage. « Viendriez-vous avec moi ?» Cette fois, la surprise fut telle que Sophie ne put la dissimuler. « Vous rencontrer avec votre ancien amour, ce serait inhabituel. Précisément pourquoi je le suggère. » Il s'approcha, s'agenouillant près de son fauteuil pour être à son niveau. « Je ne veux pas revenir en arrière, Sophie. Je ne veux pas retrouver l'homme que j'étais quand Isabelle m'a connu. Cet homme-là est mort le jour où vous avez traversé cette église seule, la tête haute, vers un inconnu au cœur bien gardé. » Sophie sentit ses yeux s'emplir de larmes qu'elle retint avec un effort conscient. « Vous êtes sûr ?»« Non, » admit-il avec une honnêteté qui la toucha profondément. « Je ne suis sûr de rien, sauf d'une chose. Je veux avancer, pas reculer. Et mon avenir est avec vous, si vous voulez encore de moi. » 3 jours plus tard, Sophie et François entraient dans le hall majestueux de l'hôtel du Palais, cet ancien palais impérial transformé en l'un des établissements les plus prestigieux de la côte basque. Isabelle les attendait dans un salon privé, drapé dans une élégance discrète, qui ne parvenait pas totalement à dissimuler les marques que les années et les chagrins avaient laissées sur son visage jadis parfait. La rencontre fut étrange, empreinte d'une politesse formelle qui masquait mal les émotions sous-jacentes. Isabelle, visiblement surprise par la présence de Sophie, se comporta néanmoins avec une grâce qui confirma son éducation aristocratique. « Vous avez trouvé une femme remarquable, François », commenta-t-elle après une heure de conversation où ils avaient soigneusement évité tout sujet véritablement personnel. « Je comprends maintenant ce que nos amis communs voulaient dire. » François, qui n'avait pas lâché la main de Sophie depuis leur entrée dans le salon, la serra légèrement. « J'ai eu de la chance, plus que je ne le méritais. »« Le mérite n'a rien à voir avec l'amour, » répondit Isabelle avec une douceur mélancolique. « C'est une leçon que j'ai apprise trop tard. Quand ils quittèrent l'hôtel, le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de teintes flamboyantes qui se reflétaient sur les façades blanches de Biarritz. François semblait plus léger, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. « Je vous remercie, » dit-il simplement, alors qu'il marchait le long de la plage, préférant rentrer à pied plutôt qu'en voiture, malgré le froid de décembre. D'être venu, d'être vous. Sophie sourit, sentant elle aussi un poids se dissiper, celui de l'incertitude qui l'avait habité depuis l'arrivée de cette lettre. « Comment vous sentez-vous » François réfléchit un moment avant de répondre. « Libéré, » dit-il finalement. « Pas de la façon dont je l'imaginais. Je pensais qu'il faudrait que je lui pardonne, mais j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire, parce qu'il n'y a plus rien à pardonner. Cette histoire appartient à 2 personnes qui n'existent plus. » Sophie comprit alors que la vraie guérison n'était pas dans l'effacement du passé, mais dans son intégration paisible à leur présent, non plus comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice qui rappelait un chemin parcouru, une leçon apprise. La veille de Noël arriva, apportant à Biarritz cette ambiance particulière où l'élégance discrète des illuminations contrastait avec l'exubérance des villes du Nord. Le manoir Leroy, habituellement sombre et imposant, s'était métamorphosé sous la direction enthousiaste de Sophie et la complicité croissante de François. Des guirlandes de sapins véritables ornèrent les rampes d'escalier, parfumant l'air d'une senteur résineuse qui se mêlait à celle des oranges piquées de clous de girofle disposés dans des coupes d'argent. Dans le grand salon, un sapin majestueux touchait presque le plafond, décoré non pas d'ornements coûteux et impersonnels comme les années précédentes, mais d'une collection éclectique de boules anciennes, déterrées du grenier, de petits anges en papier confectionnés par les enfants de l'orphelinat et de rubans de velours rouge qui cascadaient des branches aux aiguilles sombres. « Je n'ai jamais vu le manoir ainsi »,
commenta Jeanne, émue jusqu'aux larmes en découvrant la transformation. Pas depuis que la grand-mère de monsieur était vivante. Elle adorait Noël. Sophie, perchée sur un escabeau pour ajuster une étoile particulièrement récalcitrante, sourit à la vieille gouvernante. François m'a parlé d'elle. Elle semble avoir été une femme exceptionnelle. Elle l'était, confirma Jeanne, passant machinalement un chiffon sur une surface déjà impeccable. C'est elle qui avait fait construire l'orangerie, vous savez. Elle adorait les fleurs. Monsieur tenait d'elle avant... Elle s'interrompit, consciente d'avoir peut-être trop parlé. Avant Isabelle, compléta doucement Sophie, descendant de son escabeau. Vous pouvez en parler, Jeanne, c'est du passé maintenant. La gouvernante hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. Je l'ai vu changer, vous savez, passer du jeune homme sensible qui écrivait de la poésie à cet homme d'affaires froid que tout le monde craignait. Ça m'a brisé le cœur. Elle s'approcha de Sophie et, dans un geste inhabituellement familier, lui prit les mains. Et maintenant, je le vois revenir, grâce à vous. Sophie sentit ses joues s'empourprer sous ce compliment inattendu. Nous changeons ensemble, Jeanne. Il m'apprend autant que je lui apprends. La soirée du réveillon avait été planifiée comme un événement intime. Juste François et Sophie, avec un dîner préparé par le chef qu'ils avaient engagé spécialement pour l'occasion. À la surprise de Sophie, cependant, François avait insisté pour inviter tout le personnel et leurs familles à se joindre à eux, brisant une tradition séculaire de séparation stricte entre les maîtres et les domestiques. « Êtes-vous certain ?» avait demandé Sophie quand il lui avait fait part de cette idée. « Ce n'est pas que je désapprouve, bien au contraire, mais c'est un changement radical par rapport aux habitudes de cette maison. » François avait souri, ce sourire particulier qui transformait complètement son visage, effaçant momentanément les traces que les années d'autodiscipline sévère avaient laissées. « C'est précisément pourquoi je veux le faire. Cette maison a connu trop de solitude, trop de froideur. Il est temps d'y ramener de la vie. » Le dîner fut un succès retentissant. Les enfants des employés, d'abord intimidés par le cadre grandiose, se détendirent progressivement et finirent par courir entre les tables installées dans la salle de bal, poursuivant un petit train électrique que François avait fait installer spécialement pour l'occasion. Les adultes, après quelques verres du champagne millésimé généreusement servi, oublièrent momentanément les hiérarchies sociales et se laissèrent aller à une joie simple et authentique. Au milieu de cette joyeuse cacophonie, François prit discrètement la main de Sophie et l'entraîna vers la terrasse. Dehors, l'air était frais mais pas glacial, typique des hivers doux du Pays basque. La lune, presque pleine, se reflétait sur l'océan, traçant un chemin argenté sur les vagues. « J'ai une surprise pour vous, dit-il, une nervosité inhabituelle dans la voix. Sophie sourit intriguée par ce changement de ton. Une de plus, vous m'avez déjà offert cette robe magnifique, et le collier, et l'atelier presque terminé. Ceci est différent. » Il sortit de la poche de son smoking une petite clé ancienne en fer forgé. « C'est la clé de l'orangerie. » Sophie le regarda, perplexe. « L'orangerie ? Mais elle est abandonnée depuis des décennies, d'après ce que Jeanne m'a dit. Plus maintenant. » Il lui prit la main, la guidant à travers le jardin vers une structure qu'elle avait toujours vue délabrée, aux vitres brisées et à la structure envahie par le lierre. « J'y travaille en secret depuis 2 mois. Les ouvriers venaient quand vous étiez à l'orphelinat. » Lorsqu'ils atteignirent le bâtiment, Sophie resta sans voix. L'orangerie avait été complètement restaurée, les vitres remplacées, la structure en fer nettoyée et repeinte, le sol en terre cuite rénové. Des lanternes suspendues aux poutres projetaient une lumière douce sur un espace transformé en jardin d'hiver féerique, où des camélias, des agrumes en pot et même quelques orchidées rares créaient une atmosphère de printemps perpétuel. Au centre de cette oasis, un petit chevalet avait été installé, face à une composition particulièrement belle d'azalées en fleurs et de citronniers nains. À côté, une table antique supportait une boîte en bois précieux. « Ouvrez-la » murmura François, observant sa réaction avec une intensité qui fit battre le cœur de Sophie un peu plus vite. À l'intérieur de la boîte, elle découvrit un assortiment de pinceaux de la plus haute qualité, des tubes de peinture à l'huile de marque prestigieuse et tout le matériel nécessaire à un artiste sérieux. Pas le kit d'une dilettante, mais les outils d'une professionnelle. François, c'est... Elle s'interrompit, incapable de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressentait. J'ai parlé à André Malraux, le directeur de la galerie sur la place Bellevue, expliqua François, une excitation à peine contenue dans la voix.
Il a accepté d'organiser une exposition de vos œuvres au printemps. Vos marines, vos portraits des enfants de l'orphelinat, vos natures mortes. Il dit que vous avez un talent exceptionnel. Sophie le regarda stupéfaite. Vous avez montré mes peintures à un galeriste. Mais comment? Quand? Les photographies que je prenais quand vous peigniez sur la plage. Il eut la grâce de paraître légèrement embarrassé. Je vous observais souvent, vous savez. Votre concentration, la façon dont vous vous perdez complètement dans votre art, c'est fascinant. Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes avec une délicatesse presque révérentielle. Vous m'avez offert une seconde chance, Sophie. Une chance de redécouvrir qui j'étais avant de me transformer en homme d'affaires sans âme. Maintenant, je veux vous offrir la chance de devenir ce que vous étiez destiné à être, non pas simplement l'épouse de François le Roi, mais Sophie, l'artiste, la femme exceptionnelle que j'ai eu la chance d'épouser. Sophie sentit des larmes lui monter aux yeux. Non pas de tristesse, mais d'une émotion trop complexe pour être nommée. Gratitude, joie, espoir, et quelque chose de plus profond encore qu'elle n'osait pas encore appeler par son nom. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Dites que vous acceptez. Non pas pour me faire plaisir, mais parce que c'est ce que vous désirez vraiment. » Elle regarda autour d'elle, cet espace magnifique créé spécialement pour elle, ses outils professionnels choisis avec soin, et surtout, cet homme qui la regardait avec une expression où le respect se mêlait à quelque chose de plus tendre, de plus vulnérable. « J'accepte, » dit-elle simplement. « Pour moi, pour nous. » Cette nuit-là, alors que la fête battait son plein dans le manoir, François et Sophie restèrent longtemps dans l'orangerie, parlant de projets, de rêves longtemps mis de côté, de possibilités nouvelles. Et quand minuit sonna, marquant officiellement le jour de Noël, il l'embrassa, non pas comme un homme réclamant son dû, mais comme quelqu'un offrant son cœur, enfin libéré de sa carapace. Le printemps arriva à Biarritz avec une explosion de couleurs et de parfums. Les mimosas fleurissaient le long des falaises, les jardins du manoir Leroy s'éveillaient dans une symphonie de teintes pastel, et l'océan lui-même semblait plus bleu, plus accueillant après les mois d'hiver. La galerie Malraux, située sur la prestigieuse place Bellevue, avait été transformée pour l'occasion. Les murs, habituellement ornés d'œuvres d'artistes établis, présentaient maintenant les toiles de Sophie le Roi, des marines captant la fureur et la sérénité de l'Atlantique, des portraits saisissants des enfants de l'orphelinat Sainte-Marie, des natures mortes où les objets du quotidien prenaient une dimension presque sacrée, sous son pinceau sensible. L'exposition, intitulée simplement « Métamorphose », avait attiré une foule inattendue, critiques d'art parisiens, collectionneurs avertis, mais aussi les habitants de Biarritz, curieux de découvrir le talent caché de cette jeune femme qu'ils avaient d'abord accueillie avec une indifférence polie, puis avec des commérages malveillants, et maintenant avec une admiration réticente, mais sincère. Sophie se tenait près de l'entrée, élégante dans une robe de soie bleu nuit qui rappelait sa tenue lors du premier dîner officiel avec la famille Leroy. François était à ses côtés, attentif sans être envahissant, visiblement fier, mais laissant délibérément la lumière briller sur elle seule. « Madame Leroy, votre série sur la tempête est remarquable », commenta un critique influent du Figaro. « La façon dont vous capturez la lumière qui perce à travers les nuages, c'est presque métaphysique. » Sophie sourit, acceptant le compliment avec une grâce qui masquait sa nervosité persistante face à cette attention soudaine. « La lumière est toujours là, même dans les moments les plus sombres. C'est simplement une question de perspective. » François lui serra discrètement la main, reconnaissant dans cette réponse une sagesse qui dépassait l'art pour toucher à leur histoire personnelle. À leur grande surprise, Marie-Claire Leroy fit une apparition inattendue à la galerie, accompagnée non pas de ses amis habituels de la haute société, mais de Philippe. Mère et fils se dirigèrent vers Sophie et François, créant instantanément un îlot de tension dans l'atmosphère festive. « Félicitations !» dit Marie-Claire avec une formalité qui ne masquait pas entièrement une certaine admiration réticente. « Vos œuvres sont impressionnantes. » Sophie inclina légèrement la tête, acceptant le compliment avec la même dignité qu'elle avait montrée face aux critiques les plus acerbes. « Merci d'être venue, belle maman. » Philippe, visiblement mal à l'aise, fixait obstinément le sol, évitant le regard de son frère. « Les tableaux sont beaux, marmonna-t-il finalement. » François, dans un geste qui surprit tout le monde, y compris lui-même, tendit la main vers son frère. « Merci d'être venu, Philippe. Cela compte beaucoup. Pour nous deux. »
Un moment de silence tendu suivit, puis Philippe serra brièvement la main offerte, un geste minuscule, mais significatif dans le contexte de leur relation fracturée. Marie-Claire observa cet échange avec une expression complexe, mélange de regret, de confusion et peut-être secrètement d'espoir. « Votre grand-mère aurait adoré cette exposition », dit-elle à François avant de s'éloigner, laissant derrière elle cette concession inattendue comme un pont fragile vers une possible réconciliation. Plus tard dans la soirée, alors que la foule se dispersait et que seuls restaient quelques amis proches et admirateurs persistants, Sophie s'éclipsa discrètement vers la terrasse qui donnait sur l'océan. La nuit était douce, parfumée par les glycines qui grimpaient le long de la rambarde en pierre. François la rejoignit quelques minutes plus tard, 2 coupes de champagne à la main. « À l'artiste », dit-il en lui tendant un verre, « et à son triomphe mérité. » Sophie accepta la coupe mais secoua doucement la tête. « Pas de champagne pour moi ce soir. » Il la regarda, intrigué par ce refus inhabituel. « Tu ne te sens pas bien ?» Kael sourit, un sourire lumineux qui semblait éclairer l'obscurité environnante. « Au contraire, je me sens merveilleusement bien. Simplement, dans mon état, l'alcool n'est pas recommandé. » Il fallut plusieurs secondes à François pour comprendre l'implication de ses paroles. Quand la réalisation le frappa, il posa précipitamment les 2 coupes sur la balustrade, prenant les mains de Sophie dans les siennes avec une révérence mêlée d'incrédulité. « Tu es... Nous allons... »« Oui, » confirma-t-elle, émue par cette rare vision d'un François Leroy à court de mots. « Dans environ 7 mois, si tout se passe bien. » Il l'attira à lui avec une douceur infinie, comme si elle était soudain devenue infiniment plus précieuse, plus fragile. « Est-ce que tu es heureuse ?» murmura-t-il contre ses cheveux. Elle se recula légèrement pour le regarder dans les yeux, voulant qu'il voie la vérité absolue de sa réponse. « Je suis plus que heureuse, François. Je suis complète. » Au-dessus d'eux, la lune dessinait des arabesques d'argent sur l'océan, témoin silencieux de cette scène qui marquait non pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Dans la galerie, les tableaux de Sophie racontaient leur propre version de cette métamorphose. Comment la glace peut fondre, comment les barrières peuvent tomber, comment 2 personnes réunies par un arrangement froid peuvent découvrir, contre toute attente, la chaleur d'un amour authentique. « L'âme a ses saisons, comme la nature », murmura François, retrouvant momentanément la voix du jeune poète qu'il avait été. « Et le printemps revient toujours, même après l'hiver le plus long. » Sophie sourit, reconnaissant dans ces mots non pas une citation d'un poète célèbre, mais une création originale de l'homme qu'elle avait appris à aimer, un homme qui, comme elle, avait trouvé le courage de se réinventer, de laisser tomber les masques et les armures pour risquer la vulnérabilité de l'authenticité. Ensemble, ils regardèrent l'océan, ce témoin éternel de tous les changements, de toutes les métamorphoses. Le manoir derrière eux, jadis mausolée de traditions étouffantes et de non-dits douloureux, s'était transformé en foyer véritable, un lieu où l'art, l'amour et bientôt, les rires d'enfants coexisteraient en harmonie. Le mariage qui avait commencé comme une transaction d'affaires était devenu une alliance d'âme, prouvant que même dans les arrangements les plus froids peuvent germer les sentiments les plus authentiques si on leur accorde le temps, l'espace et la lumière nécessaires pour s'épanouir. Dans chaque fin réside un commencement, pensa Sophie en posant instinctivement une main sur son ventre encore plat. Et dans chaque hiver se cache déjà la promesse du printemps.